l'auto-induction, c'est simple. Donc, à chaque fois que vous avez, supposons que vous avez un circuit, donc, disons, vous avez un sonoloïde, par exemple. Supposons que vous avez un sonoloïde. Donc, ça, c'est un circuit. Alors, quand vous envoyez un courant dans ce sonoloïde, vous envoyez un courant I, donc à l'aide d'un générateur de l'extérieur. Donc là, vous avez un générateur. Donc, je préfère utiliser donc, le symbole général parce que généralement, on va voir que c'est mieux de prendre quelque chose qui est variable. Alors, supposons que vous avez un circuit à l'extérieur qui permet d'envoyer une tension. Là, je vais l'appeler, si vous voulez, U du T. Vous appliquez une tension à cette bobine. Donc, vous créez un courant dans cette bobine. Et pour le moment, je vais appeler ce courant-là I de T. C'est-à-dire que c'est un courant, en général, variable. Ça peut être constant, mais dans le cas général, je préfère de prendre un courant variable. Pourquoi je dis que c'est un courant variable? Si vous avez bien suivi avec moi le cours de l'autre fois, parce que si vous avez un courant variable, ça signifie que le champ magnétique il est variable, et donc je vais avoir le phénomène d'induction magnétique. Parce que le phénomène d'induction magnétique ne peut y avoir lieu que si vous avez le flux qui est variable. Alors, une fois que vous faites ça, donc lorsque vous excitez une bobine avec une tension et il est parcouru par un courant, à la différence d'une résistance, si vous avez tout simplement une résistance, R, que vous excitez sur laquelle vous appliquez une tension U du T, donc à ce moment-là, il y a un courant qui circule dans cette résistance, et tout simplement, la tension aux bornes UT, à ce moment-là, c'est RIT. OK? C'est-à-dire que la résistance, elle ne va pas réagir, elle ne va pas produire un phénomène de plus. Ça veut dire c'est tout simplement une résistance qui va limiter le courant qui va passer dans le circuit. Alors, pour une bobine, qu'est-ce qui se passe en effet? Alors, la bobine, il va, puisque là, donc là, si vous prenez, par exemple, cette surface-là, alors, sur cette surface-là, on peut y avoir un flux, vous pouvez calculer le flux traversant cette sphère, OK? Et vous pouvez montrer que si le courant-là, il est variable, ce flux, il est variable, donc sa dérivée n'est pas nulle. Et donc, selon la loi de Faraday, on va avoir l'apparition d'une force électromotrice. OK? Parce que le flux-là, le flux traversant la bobine, c'est une fois le flux traversant une sphère, une spire, et donc est égal à une fois l'intégrale double BDS. Et vous intégrez sur une spire. Et vous pouvez remarquer rapidement que là, en effet, c'est N B de la spire à l'intérieur fois S. S là, c'est PR carré tout simplement. Avec B là, c'est quoi le B? Le B, alors faites attention parce que c'est un sonoloïde que je vais considérer là très lent. B, c'est un B de R, est égal à 0 à l'extérieur, c'est-à-dire lorsque le petit R est supérieur à R, est égal à mu 0, N sur L, avec L c'est la longueur de sonoloïde, I, le courant I de T qui circule dans le sonoloïde, si R est inférieur à R. Ça, on le connaît déjà. Oui ou non? Vous vous rappelez bien de ça? Oui. Oui, prof. Alors, ça signifie quoi? Que ce flux maintenant que vous avez là, le flux de la bobine,
traversant la bobine, je dirais, est égal à N mesurant N sur L, P R au carré, I de T. OK? Alors, vous voyez déjà d'abord là que, en effet, là, le flux traversant la bobine, il est proportionnel à I de T. OK? Il est proportionnel à I de T. Et donc, je peux dire directement cette constante de proportionnalité, je peux l'appeler L. Je vais le symboliser par L. Pardon. Là, je vais utiliser le petit L pour la longueur, parce que là, c'est la longueur. Le petit L, c'est la longueur. Et là, le L, on va l'appeler le coefficient d'auto-induction. D'auto-induction. Pourquoi on l'appelle d'auto-induction? Parce que le phénomène d'induction que je vais avoir dans la bobine, ça vient de la bobine elle-même. C'est-à-dire, vous faites parcourir, il y a un courant qui parcourt cette bobine, et ce courant-là, il va créer un champ magnétique, et ce courant magnétique, s'il est variable, il va créer le phénomène, il va induire, il va créer le phénomène d'induction. C'est-à-dire, c'est une auto-induction. OK? C'est pas créé par autre chose, mais c'est créé par la bobine elle-même. OK? Donc là, on appelle ça le coefficient d'auto-induction. OK? Donc, je peux écrire là que le flux traversant cette bobine est égal à L I de T. OK? Si I constant, alors vous dites tout simplement c'est LI. OK? Donc là, vous voyez que ce flux-là, il est proportionnel au courant traversant I. Et ce flux-là, on l'appelle le flux propre. Pourquoi propre? Parce qu'il est propre à la bobine. Il est créé par le courant traversant la bobine elle-même à travers la bobine. C'est-à-dire le champ, il est créé par la bobine et le flux traverse la bobine. On appelle ça un flux propre. OK? Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant de la force électromotrice? Alors, pour la force électromotrice, comme je viens de dire, alors, cette bobine-là, on va avoir l'apparition d'une force électromotrice. Donc, ça veut dire que cette force électromotrice, ça va être dans ce sens. Voilà, E de T, la force électromotrice de Faraday. Pourquoi je choisis ce sens-là? Parce que c'est une force électromotrice, il doit être dans le même sens que le courant. OK? C'est-à-dire que la bobine elle se comporte comme un générateur. OK? Donc là, c'est la convention générateur. Donc, il faut que E de T soit dans le même sens que le courant I de T. Donc, ça, c'est E de T. Alors, bien sûr, c'est cette force électromotrice E de T par la loi de Faraday, loi de Faraday-Lenz. Il vous dit que est égal à moins, ça c'est Lenz qu'il vous dit, et puis Faraday vous dit que c'est dφ sur dt. OK? Avec ça, c'est le flux propre. OK? Donc, je peux dire que ça, c'est moins d dt de quoi? De Li de t. Et ça va donner quoi? Moins L d I de t. Et vous voyez bien que si le courant n'est pas variable, cette force électromotrice, elle est nulle. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais avoir l'apparition de cette force électromotrice dans une bobine? C'est dans le régime variable. Si le régime, il est variable. Donc, E de t est égal et différent de 0, I de t est variable. Par exemple, si vous appliquez une tension qui est sinusoïdale, qui est égale, par exemple, à I sinus oméga t. OK? Vous appliquez un courant qui est variable. Alors, à ce moment-là, oui, je peux y avoir une force électromotrice qui va y apparaître dans
dans ce circuit, et ça va être une force électromotrice sinusoïdale encore. Alors, je pense que là, vous voyez quelque chose, là, le E de T qui est égal à moins L dI de T sur dt, vous voyez quelque chose que vous connaissez déjà. Oui ou non? Ça, vous le connaissez déjà, non? Au lycée, vous faites ça. Au lycée, vous faites ça. En effet, vous avez une bobine. Quand vous avez une bobine, vous dites que la tension au bord de la bobine, lorsqu'il est parcouru par un courant, vous dites que cette tension U de T, c'est L dI de T sur dt. Oui ou non? Oui. Oui. En effet, ça, c'est quoi? Parce que, faites attention, voilà E de T, il est dans ce sens. Et donc là, tout simplement, ça, c'est moins E de T. Donc ça fait ça exactement, il n'y a pas de signe plus maintenant. Il n'y a pas de signe moins, il y a un signe plus. Et donc vous voyez que cette relation que vous utilisez au lycée pour exprimer la tension aux bornes d'une bobine, ça vient de quoi? Ça vient de la loi de Faraday. Donc en effet, c'est une conséquence de la loi de Faraday. Ça veut dire que quand vous excitez une bobine, il va apparaître là, donc là vous avez un flux variable et un flux qu'on appelle le flux propre, et il se trouve que la dérivée de ce flux-là, lorsqu'il est variable, il n'est pas nul, et donc vous avez une force électromotrice, et cette force électromotrice qui va vous donner cette expression de tension en borne de la bobine. Alors là, c'est le cas idéal. Mais supposons que vous avez une bobine qui est, donc supposons que ce sonoïde-là, il est équivalent à une résistance plus une inductance. C'est-à-dire là, ça on l'appelle R et ça on l'appelle L. Donc ça, c'est la bobine. C'est-à-dire que la bobine, je peux la caractériser dans le cas idéal juste par une inductance, le coefficient d'inductance, ou bien par une résistance insérée d'une inductance. Et à ce moment-là, voilà le courant qui apparaît, donc le courant qui circule dans la bobine. Alors là, je vais voir l'apparition de E de T, l'induction, c'est celui-là qui crée l'induction. Sinon, la bobine va se comporter juste comme une résistance. Si vous êtes en régime continu, la bobine se comporte comme une résistance. Donc la bobine, il est intéressant d'utiliser des bobines dans le régime variable ou bien dans le régime transitoire, on va parler de ça. De le régime permanent, la bobine se comporte juste comme une résistance. Et si il est idéal, alors il se comporte comme un fil électrique à ce moment-là. Alors, bien sûr, là, c'est U de T. Donc, qu'est-ce que je peux maintenant écrire pour cette tension U de T? Je peux écrire que U de T, loi des mailles. Donc, tout simplement, qu'est-ce que vous avez là? Donc, là, vous avez la tension au bord. Là, c'est RI de T. Donc, vous pouvez écrire que c'est R fois I de T moins E de T. OK? Et c'est R, donc I de T, plus, là je vais appliquer la loi de Faraday, plus quoi? L d de T sur dt. Puisque c'est là, c'est une force électromotrice de Faraday, c'est moins L di sur dt. Et vous voyez, ça vous le connaissez déjà, au lycée vous faites ça, vous dites que la tension aux bornes d'une bobine non idéale, c'est ça, donc c'est R I plus dl di sur dt. Donc ça vient de ça. OK? Alors faites attention toujours là, le E de T, il est dans le même sens que le courant. Alors que la R est de T, parce que ça c'est la convention d'un récepteur, donc c'est dans le sens opposé. Là, c'est la convention générateur, c'est dans le sens de le même sens. OK? Donc voilà qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, dans le cas où vous avez un seul circuit, donc là, vous avez un seul circuit qui est isolé, et donc vous parlez d'auto-induction, c'est-à-dire le circuit lui-même va induire une force électromotrice, et vous pouvez définir ce coefficient qu'on appelle le coefficient d'auto-induction. Alors, passons maintenant
au phénomène d'induction mutuelle. Alors, quand vous dites le mot mutuel, ça veut dire c'est l'un avec l'autre, ou bien plusieurs avec plusieurs. Moi, je vais m'intéresser au cas où vous avez deux circuits. Deux circuits, bien deux solénoïdes. Dans l'exercice, on va voir cette situation. Un solénoïde à l'intérieur d'un autre solénoïde. OK? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux y avoir? Ça, c'est, on l'appelle là, on les appelle les bobines de Faraday, parce que c'est le montage avec lequel elle a travaillé Faraday pour montrer, pour calculer la force électromotrice d'induction. Et donc, moi, je vais schématiser ça d'une manière simple au début. Donc, supposons que vous avez deux circuits. Donc, je vais prendre deux circuits. Le premier, il est parcouru par un courant, disons, I1. Le deuxième, à côté, il est parcouru par un courant I2. Là, je parle d'une manière générale. Je ne m'intéresse pas. Donc, là, vous avez, donc, celle-là, je vais l'appeler la surface, si vous voulez, S1. Et celle-là, je vais l'appeler la surface S2, d'une manière générale. Bon. Quel que soit ce circuit, moi, j'ai simplifié ça avec un circuit qui est fermé tout simplement pour établir les lois. Alors, bien sûr, là, qu'est-ce qu'on va voir? Celui-là, ça, c'est un circuit donc, qui est parcouru par un courant I1, donc il va produire un champ magnétique. OK? Il va produire un champ magnétique. Par exemple, dans ces situations, je vais avoir un champ magnétique B1 dans ce sens. C'est une spirale. Alors, celui-là encore, il va créer un champ magnétique B2. OK? Alors, maintenant, au niveau des flux. Alors, ce circuit-là, je vais l'appeler le circuit 1, C1. Celui-là, je vais l'appeler le circuit C2. Ça, c'est pas le contour, c'est le circuit. Alors, cette surface, la surface qui est attachée à ce circuit, elle va être traversée par des flux. Combien de flux, à votre avis? Elle va être traversée par combien de flux? Quels sont les flux qui seront créés à travers cette... C'est pas très clair votre voix, mademoiselle. Oui, si vous pouvez répéter, non? Alors, oui. Un flux. Le flux propre et le flux extérieur. On n'entend pas très bien, mademoiselle Sheima. Un flux pour ça. Oui, monsieur Youssef? On a deux flux, le flux propre et un flux, pourquoi un flux? Puisque le flux... on est dans le cas particulier de deux circuits. Donc, une seule, maintenant, dépend du nombre de spires. Ça dépend du nombre de spires. On est dans le cas de 2. On est exactement dans le cas de 2. Moi, je ne parle pas de cas général. Je ne vais pas généraliser. C'est difficile de généraliser là. Oui? On a deux flux, le flux propre et le flux d'induction. Très bien. On va avoir le flux propre créé par le champ B1 à travers cette surface. Il va avoir le flux qui va être créé par le champ B2. Parce que cette surface va être traversée par les lignes de champ de B1 et les lignes de champ de B2. Donc, ça, c'est une question des lignes de champ qui traversent cette surface. Les lignes de champ de B1 vont traverser cette surface. Je peux les symboliser par le bleu, par exemple. Voilà. Ça, c'est les lignes de champ, si vous voulez, de B1. OK? Et puis, bien sûr, il va être traversé par les lignes de champ de B2. Alors, les lignes de champ qui viennent de B2, encore, ils vont traverser ça, comme ça. Voilà. Voilà. OK? Donc, il va être traversé par deux types de lignes de champ. Et donc, ces lignes de champ vont créer un flux à travers cette surface. Et donc, je peux définir deux flux en effet. Donc, je vais commencer par le flux C11. Donc, c'est un flux propre. OK? Et ce flux-là, donc tout simplement, il est créé par quoi? Il est créé par le champ B1 à travers la surface S1. C'est-à-dire que je vais intégrer sur la surface S1. OK?
Donc ça, c'est le flux, c'est un flux propre. Propre à quoi? À C1, au circuit C1. OK? Il est propre au circuit C1. Et bien sûr, je vais avoir le flux qui va être créé par le champ B2 à travers la surface du premier circuit. Donc, je vais intégrer encore sur S1. Ça, c'est 1. OK? Alors, comment je vais le symboliser là? Alors, moi, je préfère de symboliser ça par 1, 2. C'est le flux envoyé par C2 à travers C1. OK? À travers la surface associée à C1. Ouais. Et de même pour le deuxième circuit. Alors, ce circuit encore, il va être lui-même donc traversé par les lignes de champ vert et les lignes de champ bleu. OK? Et donc, encore là, je vais avoir deux types de flux. Donc, je vais avoir le flux phi 2, 2. Donc, c'est le flux propre à C1. Donc, c'est B2, DS2 à travers S2. Donc, ça, c'est flux propre de C2. Alors, et puis vous avez fait 2, 1. Donc, c'est le flux envoyé par 1 à travers 2. Donc, ça va être quoi? Puisqu'il est envoyé par 1, donc je vais prendre le champ 1. À travers quoi? À travers 2. Donc, je dois prendre la surface de 2. Donc, ça, c'est flux envoyé par C1 à travers C2. Donc, voilà. Donc, maintenant, comme résumé, donc là, pour la première, pour le circuit C1, pour C1, le flux total, ça va être quoi? Ça va être phi 1, je vais l'appeler 1, qui est égal à phi 1, 1 plus phi 1, 2. Donc, le flux total, c'est la somme des flux créés au niveau de la surface associée à C1. Et pour C2, le flux total, je vais l'appeler phi 2. Et donc, il va être quoi? Phi 1, 2, pardon, 2, 1 plus phi 2, 2. Voilà. Alors, faites attention. Une autre. Alors, phi 1, phi 1, 1. Il doit être proportionnel à quoi? À quel courant? C'est un flux propre. Il va être proportionnel à quel courant? I1. Le courant Ah, ce flux-là, il varie en fonction du courant I1. Très bien. Donc, phi 1, il est proportionnel à I1. Donc, je peux écrire que phi 1 est égal à une constante L1 I1. Avec ce L1, ça va être quoi? Comme on a fait dans la première partie, c'est le coefficient d'auto-induction
de C1, du premier circuit. De même, phi2, phi de 2, ça va être proportionnel tout simplement à I2. Et donc, je peux dire que phi de 2 est égal à L2 I2. Avec celui-là, c'est le coefficient d'auto-induction de C1, de C2, pardon. OK? Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant de phi 1, 2? Donc, phi 1, 2, qu'est-ce que je peux dire de celui-là? Il est proportionnel à quel courant? C'est de voir l'expression. L'expression de phi 1, 2. Phi 1, 2, il dépend de quoi? I2. Supposons que il dépend de quel champ? Du I2. champ B2. B2, il est créé par quel courant? I2. I2. Et donc, phi 1, 2 va être proportionnel, en effet, à I2. Donc, celui-là, il va être proportionnel à I2. Oui, I2. Mademoiselle, essayez de désactiver ton micro parce qu'il y a de l'écho. Et donc, je peux écrire là, à ce moment-là, je peux écrire que phi 1, 2, pour le moment, est égal à une constante fois I2. Cette constante, pour le moment, je vais l'appeler M12. OK? M12. Et on appelle ça le coefficient d'induction mutuelle. C'est un coefficient d'induction mutuelle. Pourquoi je dis que c'est un coefficient d'induction mutuelle? Parce que ça vient du fait que, parce que ce flux est un 2, ça vient en effet de l'effet de circuit C2 sur le circuit C1. Donc, il y a une induction mutuelle, okay, entre les deux, entre l'un et l'autre. Il y a une interaction entre les deux. On appelle ça une induction mutuelle. Alors, de même, je peux dire que phi de 1, celui-là va être proportionnel à I1, vous pouvez le vérifier rapidement. Et je peux dire que celui-là, phi de 1, est égal à une constante que j'ai appelée M de 1, I1. OK? Maintenant, je peux résumer. Donc, je peux dire que maintenant, phi 1 est égal à phi 1,1 plus phi 1,2, donc est égal à L1 plus, pardon, L1 I1 plus M12 I2. Et phi 2, c'est phi de 2 plus phi de 1, pardon, je vais commencer par de 1, de 2. Pour y avoir une écriture matricielle. Là, je vais avoir M de 1 I1 plus L2 I2. Vous pouvez voir que ça se forme d'une écriture matricielle. Donc, je peux écrire tout simplement que ce vecteur phi 1, phi 2 est égal à une matrice 2 fois 2, L1, L2. Les auto-inductions, ils sont sur la diagonale. Et puis, les coefficients d'induction mutuelle, ils sont là, de 1, fois un vecteur des courants, I1, I2. Donc ça, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est juste une écriture matricielle. Là. Donc, phi 1 est égal à cette colonne fois cette colonne. Ça fait I1, I1. I1 fois I2, I2. Donc, vous avez cette ligne. Et puis, phi 2 est égal à cette ligne fois cette colonne. Donc, ça fait I2, I1 plus I2, I2. Vous le voyez bien? OK? Oui. Alors, bien sûr, là, je ne vais pas trop tarder sur ça, mais vous pouvez montrer, on peut montrer, il y a une démonstration que je, c'est pas très intéressante, on peut montrer que M12 est égal à M21 est égal tout simplement à un certain M et on l'appelle celui-là le coefficient d'induction mutuelle. OK? Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser M12, M21, mais c'est toujours le même
le même M. Donc là, je peux écrire qu'en effet, ça, c'est phi1, phi2, qui est égal à une matrice L1, L2, M, M, I1, I2. Alors, faites attention au niveau des unités. Alors, L1, L2, l'unité de L1 et L2, c'est l'enray. C'est les enrays. Ça, vous le connaissez déjà. Alors, L1, il est toujours positif. Et L2, il est encore toujours positif. Et il se mesure, unité, l'unité, c'est les enrays. Donc, c'est les enrays H. OK? Alors, faites attention, alors que M, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. OK? C'est pas toujours positif. Hein? Et il se mesure encore avec les enrays. OK? C'est une inductance, puisque vous dites une inductance qui arrive les enrays. Alors, quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif? Alors, ça, on va le voir dans l'exercice. Je vais vous donner une idée. Ça dépend du sens de courant. C'est le sens de courant qui le détermine. Par exemple, dans la situation que j'ai pris là, j'ai pris le même sens de courant, les champs magnétiques qui sont dans le même sens. Donc, à ce moment-là, je vais avoir un M qui est positif. Mais si vous avez les sens inverses, alors à ce moment, vous avez un M qui est négatif. Donc, ça dépend du sens choisi pour les courants, dans les deux circuits. OK? Donc, M, pas forcément positif. Ça peut être négatif. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Alors, OK, donc je vais essayer. Je vais essayer de vous donner avec un schéma. Hein. Je vais schématiser le circuit. Supposons que vous avez maintenant, je vais donner le schéma électrique. Alors, vous avez une bobine de ce côté-là, une autre de ce côté-là. Alors là, vous appliquez une tension U1. Donc là, vous générez un courant I1. Là, vous appliquez une tension I2 et vous créez un courant I2. Donc, je peux y avoir un cas particulier avec U2 et nul. C'est possible, hein, mais je vais prendre le cas. Donc, celui-là, il est caractérisé par L1 et celui-là, il est caractérisé par L2. Et la relation entre les deux, l'induction mutuelle, il est caractérisée par M. OK? Il y a une induction mutuelle entre les deux. Alors, bien sûr, je vais considérer que les bobines sont idéales. Et à ce moment-là, je vais avoir là l'apparition d'une force électromotrice E de T. Bien sûr, si ce courant-là, il est variable, il a E1 de T. Et là, je vais avoir l'apparition d'une force électromotrice E2 de T. Bien sûr, si celui-là, il est variable. Alors, la tension maintenant U1 de T, c'est tout simplement moins E1 de T. Et donc, selon Faraday, cette tension est égale à L, donc D, phi1 sur dt. On s'y fait 1 là, attention. Donc, c'est D sur dt de phi1 plus phi1 OK? Et donc, c'est quoi? C'est D sur dt de L1 I1 plus M I2. Et donc, c'est L DI1 dt plus M DI2 sur dt. Voilà la tension U1 de t égale à quoi? Moi, je vous donne maintenant le travail qu'on peut faire électriquement, parce que ça, on aurait besoin de ça dans le dernier chapitre. Alors, de même que pour U2, vous pouvez montrer que U2, de la même manière, donc c'est moins E2 de t, donc c'est moins D phi 2 sur dt. Et donc, vous pouvez rapidement montrer que c'est L DI2. Ah, pardon, là, c'est L1. L2 sur dt
plus M DI1 sur DT. Il n'y a pas de signe moi. Ok, c'est bon, il n'y a pas de signe moi. Alors, je peux dire maintenant que les tensions, je peux écrire ça matriciellement, U1, U2. Et là, vous avez une matrice en fonction de quoi? Des dérivés du courant. Donc, DI1 sur DT, DI2 sur DT. Et là, vous avez tout simplement L1, L2. Et là, vous avez M. Donc, voilà ce que vous avez pour les tensions. Ça, je vais l'utiliser encore dans l'exercice que je vais faire par la suite. OK? Essayez de se rappeler de ça. Il reste encore une petite chose. C'est le cas général. Cas de plusieurs cas de M circuits. OK? Donc, supposons que vous avez un circuit. Ça veut dire que vous avez plusieurs circuits. Vous avez le premier, donc la deuxième, ainsi de suite. Des circuits qui sont parcourus par des courants. Un circuit. Et donc, bien sûr, chaque circuit, le flux sur le énième circuit, supposons celui-là, c'est le énième, OK? Ça va être tout simplement le flux propre, que je vais appeler phi I, et bien sûr, plus les flux qui viennent des autres, OK? Donc, tous les flux qui viennent des autres, OK? Donc, supposons que je vais prendre, par exemple, le 1, le phi 1, ça va être 1, plus le flux avec le deuxième, plus le flux avec le troisième, pardon, 1, 3, jusqu'à le énième, 1, N. OK? Si vous avez donc le flux, le deuxième, sur le circuit, le deuxième, ça va être phi de 1 plus phi de 2 plus phi de 3 jusqu'à phi de N. Et donc, pour le énième, si vous avez phi I, ça va être phi I1 plus phi I2. Donc, à un certain moment, vous aurez phi II, là, le flux propre. Et puis, le dernier, ça va être phi IN. Et ainsi de suite. Le dernier, donc le dernier là, phi N, ça va être phi N1 jusqu'à donc un certain moment. Le dernier là, ça va être phi NN. Donc, bien sûr, je peux écrire ça matriciellement. Et bien sûr, du point de vue proportionnalité, celui-là, par exemple, celui-là, ça va être L1 et 1. OK? Alors, celui-là, ça va être M12 et 1. OK? Et 2, pardon. Ainsi de suite. Donc, celui-là, ça va être M13 et 3. Celui-là, ça va être M1N et N. OK? Donc, ce qui signifie que vous pouvez écrire ça sous forme matricielle. Alors, qu'est-ce que vous avez de ce côté-là? On va avoir phi 1, phi 2 jusqu'à phi N. Égale là, on va avoir une matrice N fois N. OK, voilà, une matrice N fois N. Et là, je vais avoir les courants, les N courants. Donc, ça va être I1 jusqu'à IN. Pardon, IN. Donc, ça va être L1, les diagonales L2 jusqu'à Ln. La diagonale, vous avez les auto-inductions. Et puis, bien sûr, là, je vais avoir M12
ainsi de suite. Le dernier là, ça va être M1N. OK? Et puis là, en bas, je vais avoir MN1 et ainsi de suite. Donc voilà ce que je vais avoir. OK? Donc ça, c'est le cas général. Je pense que quelqu'un il a signalé ça avant. Il a pensé qu'on a travaillé dès le début qu'on a travaillé avec ça. Mais ça, c'est le cas général. Généralement, on ne travaille pas avec ça dans les exercices. On s'intéresse vraiment au cas avec 2 circuits. Pas plus. OK? Alors, dites-moi si vous avez des questions à ce niveau, parce qu'après, je vais essayer de traiter un exercice. Oui? Si vous avez des questions à ce niveau. Oui? Pas de questions pour le moment? Vous êtes perdu ou quoi? Vous êtes perdu avec le calculateur? Oui? Oui, monsieur Mohamed? C'est clair, c'est clair. Monsieur. C'est clair. OK, monsieur Rita. Alors maintenant, on va essayer de... Donc, encore une fois, si vous avez des questions, sinon, je vais essayer de faire une chose. Donc, je vais arrêter la vidéo et après, je vais continuer avec l'exercice avec une autre vidéo pour ne pas trop charger cette vidéo-là.